C'est bon pour tout le monde? Alors ce soir, on va vous parler de la santé de mon cerveau, de ton cerveau. Et pour cela, on a Jean-Luc qui est tout prêt, il est chaud bouillant. Il va nous apporter cela ce soir et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce cerveau-là, il soit bien. Allez, c'est parti. Jean-Luc, tu as toute la place. Bonsoir et merci de rejoindre cette formation. Ce soir, nous aurons droit à quelque chose de différent. On ne va pas parler de maladie du cerveau aussi comme on le faisait pour les autres parties du corps, mais nous allons écouter un certain nombre de scientifiques qui ont développé une nouvelle approche qui rassure quant au choix que nous on a fait de consommer davantage les compléments alimentaires que toute autre chose. Manger équilibré est l'un des moyens les plus importants pour rester en bonne santé. Mais des choix alimentaires faits par le passé nous ont peut-être déjà condamnés à manger mal, même si nous disposons de moyens de faire le contraire. Des recherches scientifiques rendent compte de quelques vérités qui vont nous édifier. Cependant, notre problème demeure non résolu. Heureusement, des entrepreneurs comme Resmond ont eu la vision de créer le plus grand laboratoire de recherche qui ait jamais existé. Nous partageons avec vous ce soir des faits qui vont vous offrir des possibilités. Si vous décidez de vivre, vous aurez l'embarras du choix. On sait que la malbouffe fait grossir, mais la science nous dit désormais qu'elle pourrait aussi faire rétrécir. Voici quelques résultats d'études qui donnent des pistes pour vivre heureux et en bonne santé. Une alimentation riche en gras et en sucre conduit à des modifications des parties du cerveau utilisées pour la mémoire. C'est une science neuve qui met au jour une nouvelle facette de la nutrition. Une consommation importante de matières grasses et de sucre reprogramme le cerveau. Ce qui vous passe par la tête dépend aussi de ce que vous mettez dans votre assiette. Mais tout commence avant la naissance. Tout commence dès les premiers repas avant même la naissance. Le cerveau se construit pendant la grossesse. Son fonctionnement plus tard dépend de la manière dont il aura été nourri et de ce que la mère aura avalé pendant 9 mois. Les conséquences des mauvaises habitudes alimentaires pour la santé de l'enfant pendant la gestation sont connues depuis longtemps. Mais en Australie, ce sont des répercussions sur le fonctionnement du cerveau qui préoccupent les scientifiques aujourd'hui. Felice Jacka, professeure à l'Université de Melbourne, est l'une des meilleures spécialistes du lien entre nutrition et cerveau. Elle a examiné le comportement de milliers d'enfants après avoir suivi les habitudes alimentaires de leur mère au cours d'une vaste étude qui incluait 23 000 femmes enceintes. Elle déclarait: « Nous avons mesuré la quantité de nourriture transformée qu'elles ont mangée, mais aussi leur consommation de nourriture plus saine, riche en nutriments et en fibres. Puis, nous avons regardé le comportement émotionnel de leurs enfants sur les 5 premières années de leur vie. Évidemment, nous avons pris en compte les critères liés à l'éducation, les revenus et la santé mentale des parents. On a constaté, c'est flagrant, que les mères dont les régimes alimentaires pendant la grossesse se résumaient à des produits transformés, des boissons sucrées, des snacks salés, avaient ensuite des enfants plus susceptibles d'être agressifs, colériques et capricieux. Cette corrélation inquiétante suggère que l'alimentation de la mère impacte la santé psychique de l'enfant. Cela reste à démontrer sur le plan biologique. En tout cas, Felice Jacka, elle, en est convaincue. Cette étude norvégienne nous a aussi permis de découvrir que l'alimentation de l'enfant comptait autant que celle de la mère. Trop de malbouffe et trop peu d'aliments sains génèrent plus de comportements colériques et agressifs, mais aussi plus de tristesse, d'anxiété, d'inquiétude et de cauchemars. Depuis, les conclusions du professeur Jacka ont été confirmées par les études menées en Espagne, aux Pays-Bas et au Canada.
il existe un lien entre la qualité de l'alimentation et les problèmes d'humeur chez les enfants. Mais de quelle façon? Cette question préoccupe les scientifiques. La nourriture transformée, la junk food, souvent vide de nutriments, n'apporte pas tout ce dont le corps et surtout les neurones ont besoin. Je ne vous ai pas averti qu'il y aura moins d'images, mais ne vous en faites pas, vous aurez beaucoup de mots images. Les travaux de Dr. Sophie Lahaye. Les scientifiques étudient les conséquences des carences alimentaires sur le cerveau des souris. Expérience faite avec des souris privées d'oméga 3. Le cerveau est composé à 90% de graisse que notre corps ne sait pas fabriquer lui-même. Le cerveau, c'est l'organe après le tissu adipeux le plus riche en acides gras polyinsaturés qu'on appelle aussi oméga 3. Les oméga 3 sont indispensables parce que l'organisme ne peut pas les fabriquer. Il faut qu'on les mange. On va les trouver dans l'alimentation. Dr. Sophie Lahaye, INRA, Université de Bordeaux. Les poissons gras, les abats, les huiles végétales, les graines ont longtemps été les sources d'oméga 3 pour l'homme, des aliments qui, malheureusement, se sont raréfiés dans les cuisines ces dernières années. Les travaux du Dr. Sophie Lahaye, on continue. Dr. Sophie a voulu aller plus loin et comprendre ce qui cloche dans le cerveau de ces souris anxieuses qu'on a privées d'oméga 3. Elle a examiné leurs neurones de très près et sous les microscopes, des anomalies apparaissent clairement. Les neurones ont une arborisation plus réduite en situation de carence en oméga 3. La connexion entre les neurones, les synapses, sont également diminuées et cela traduit qu'il y a un impact sur la connectivité des neurones dans les cerveaux de ces souris ayant des carences en oméga 3. Comme vous l'avez vu, j'ai coupé le début. C'est des expériences qui ont été faites sur les souris, mais rassurez-vous, les expériences ont été faites également sur les hommes pour vérifier qu'on peut étendre. Sans oméga 3 pour se développer, les neurones ont du mal à communiquer entre eux car la structure même de la cellule est modifiée. Important d'oméga 3, on y revient. Les oméga 3 que l'on consomme vont rentrer dans le cerveau et s'incorporer dans les membranes des neurones. Et lorsqu'ils s'incorporent, ils vont donner une flexibilité plus importante à cette membrane des neurones et permettre une meilleure connexion de ces neurones entre eux. La quantité d'oméga 3 qui pénètre dans le cerveau est cruciale pour rendre les cellules cérébrales plus efficaces. Car lorsque les acides gras s'incorporent aux membranes, ils en améliorent les propriétés électriques. Dans les neurones riches en oméga 3, le signal se propage plus vite, le réseau est plus efficace. Donc, priver le cerveau d'oméga 3, c'est donc prendre le risque qu'il fonctionne moins bien. La population générale a des carences en oméga 3. On a des apports insuffisants en oméga 3, donc c'est important d'y veiller, d'y faire attention, surtout dans des périodes particulières comme la période de développement mental, cette période où les oméga 3 s'incorporent massivement dans le cerveau, c'est au niveau de l'enfance là. Également l'adolescence, puisque l'adolescence est une période particulière de changement alimentaire. Enfin, il y a la phase de vieillissement, là où nous on se trouve actuellement, où l'incorporation dans le cerveau des oméga 3 a tendance à être moins efficace. Donc, il faut augmenter la prise d'oméga 3. Et je vais juste attirer l'attention des gens sur le fait que la digestion des gras est un... Et donc, compter sur un tube digestif d'une personne âgée qui est déjà un peu fatiguée pour extraire l'essentiel des oméga 3 contenus dans son repas, c'est peut-être pas suffisant. On sait aussi que, vous vous rappelez, dans la formation de la semaine passée, on vous a dit les femmes enceintes doivent manger beaucoup d'oméga 3, mais il y avait un dilemme, c'est que les poissons desquels ces femmes devaient tirer les oméga 3 étaient pollués. Et on craignait donc pour les risques de polluants pour le bébé, les risques de malformation qui pourraient être dus aux contaminants. Et donc, vous voyez la place importante des suppléments d'oméga 3. Première règle, pour qu'un cerveau tourne à plein régime, éviter les carences. Mais encore faut-il que les bons nutriments soient disponibles, qu'une alimentation variée soit
accessible. Et je vais ajouter que un bon métabolisme se fasse, que l'absorption et l'intégration puissent se faire correctement. Que se passe-t-il pour les neurones quand les repas sont pauvres et surtout toujours les mêmes? L'expérience du Dr. Caroline Abolt, elle a conduit une expérience de laboratoire en nourrissant les hamsters géants exclusivement avec du maïs. Les hamsters géants ont toujours été endémiques d'une certaine région où les gens ont commencé par cultiver pratiquement rien que du maïs. Les surfaces de maïs cultivées se sont étendues et on a constaté que les populations de ces hamsters ont commencé par se réduire. La scientifique a voulu donc chercher à savoir ce qui en est la cause. Puisque c'est le maïs qui est plus répandu, elle a voulu vérifier si, en nourrissant ces animaux rien qu'au maïs, est-ce qu'on peut avoir la réponse. Alors, elle dit, on a observé pendant la reproduction des troubles du comportement chez les femelles qui se traduisaient par une hyperagressivité, une hypersensibilité dès qu'il y avait un bruit dans la pièce. Et surtout, ce à quoi on ne s'entendait pas, c'est que ces femelles ont dévoré leurs petits dès le premier jour après leur naissance. Et ce comportement a été observé chez plus de 80% des femelles. Conclusion donc à cette étude, un piètre régime alimentaire suffit donc à faire glisser le hamster dans une folie meurtrière, en cause une simple vitamine. C'est une carence en vitamine B3 qui est à l'origine de ce comportement anormal, puisque lorsque nous les avons supplémentés en vitamine B3, en plus de leur régime à base de maïs, elles ont retrouvé un comportement tout à fait normal et elles se sont mises à allaiter leurs petits et à les élever comme des femelles nourries avec un régime diversifié. Question, est-ce qu'on peut étendre cette observation à l'humain? Oui, et on va le découvrir tout de suite. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une famine, il y a eu une famille aux Pays-Bas. Et pendant cette période, des femmes enceintes ayant souffert de la faim ont donné naissance à des enfants qui, plus tard, vers 18-19 ans, ont montré des troubles de sociabilité plus importants que les gens du même âge, nés impulsivité, agressivité, violation récurrente de la loi. Cette génération a été particulièrement marquée depuis de nombreux travaux établissent un lien entre violence et qualité de l'alimentation au quotidien. Soyez patients, on va découvrir plus. Ap Zalberg est professeur de psychologie et conseiller politique au ministère de la Justice. Sa spécialité, c'est la nutrition et la criminalité. Il est convaincu qu'enrichir la nourriture en vitamines, acides gras et minéraux peut réduire l'agressivité. Difficile de tester cette hypothèse dans la vraie vie, car beaucoup de facteurs et de circonstances peuvent influencer les comportements et les pulsions des gens. Alors, afin d'étudier l'alimentation dans un contexte quasi idéal, sans l'influence de nombreux paramètres, il a choisi la prison. Abzalberg a lancé une expérience pour laquelle 221 détenus se sont portés volontaires. Ici, aux Pays-Bas, nous avons mené une étude sur les jeunes détenus dans 8 prisons différentes. Pendant 3 mois, nous leur avons donné des suppléments de vitamines, minéraux et acides gras, puis nous avons regardé l'effet sur leur comportement. Nous l'avons mesuré de 2 manières différentes. D'abord, nous avons demandé directement aux détenus à quel point ils se sentaient agressifs, puis nous avons demandé aux surveillants leur point de vue sur la question. Mais surtout, nous avons regardé dans le registre des incidents le nombre de fois où les détenus étaient punis. Et on a vu que les placements à l'isolement avaient grandement baissé. Dans le groupe de détenus dont les repas ont été améliorés, le nombre d'incidents a été réduit d'1 tiers. Les études équivalentes menées dans des prisons britanniques et australiennes arrivent à la même conclusion. Minéraux, oméga 3 et vitamines ajoutées comme compléments alimentaires réduisent les comportements violents. Vous pouvez noter cela. Vous pouvez attendre d'aller vérifier par vous-même, comme vous pouvez aussi commencer par mettre ça en pratique. Si vous avez des enfants qu'on dit hyperactifs, qu'on dit trop turbulents, pensez
à leur donner des oméga-3. Pensez à leur donner des vitamines et des minéraux. Vous avez le Provec Kid, vous avez la Tixi. Je crois que ces deux combinaisons ajoutées au Beat and Pitch, si de temps en temps vous pouvez leur donner du miel et pour les friandises qu'ils aiment, vous aurez donné à vos enfants ce qu'il faut. Vous préparez demain, donc vous voyez 18-19 ans, vous préparez des citoyens qui sont focus, des citoyens qui cherchent à avancer. L'étape suivante, c'est de tester si nos découvertes scientifiques peuvent être mises en pratique. Nous verrons si une modification de l'alimentation peut être envisagée comme un moyen de réguler l'agressivité. Alors, on va passer maintenant à l'expérience du docteur Soyoung Park. Quelques observations avant. Ce que nous ingérons a le pouvoir de changer nos humeurs, de stimuler certaines pulsions. Le contenu de l'assiette pourrait aussi influencer nos prises de décision, celles que nous croyons prendre le plus librement du monde. Quand on demande aux gens s'ils pensent que la nourriture a un impact sur la santé, la plupart répondent que oui. Mais lorsqu'on leur demande si l'alimentation peut aussi influencer les pensées et les décisions, très peu de gens sont prêts à croire que c'est le cas. Les travaux de Dr. Soyoung ont révélé le mécanisme par lequel la nourriture pouvait influencer nos pensées. Et pour cela, la chercheuse a élaboré une expérience plutôt originale. Imaginez que vous deviez résoudre le dilemme suivant. On a remis de l'argent sur la table, 10 euros à partager, et ce sera entre vous et votre vis-à-vis qui est un inconnu. L'autre décide de vous donner 2 euros et de garder pour lui 8 euros. Alors, quelle sera votre réaction? Eh bien, on va constater que votre réaction va dépendre de ce que vous avez mangé quelques heures avant. Si vous acceptez cette offre injuste, vous repartez avec un peu d'argent, mais beaucoup moins que lui. Si vous refusez, personne ne gagne rien. Alors que ferez-vous? Vous acceptez l'offre et prenez les 2 euros, quitte à vous sentir floué, ou vous refusez et vous repartez les poches vides, mais gardez la tête haute. Eh bien, il s'avère que prendre ou ne pas prendre l'argent dépend d'une condition surprenante, ce que vous venez d'avaler. Dans le cadre de cette étude, nous avons suivi 24 personnes qui sont venues 2 fois au laboratoire pour prendre 2 petits déjeuners différents. Nous avons constaté qu'une même personne prenait des décisions complètement différentes en fonction de ce qu'elle avait mangé le matin. Pour le cobaye, les 2 petits déjeuners ont l'air identiques. En réalité, l'un est beaucoup plus protéiné que l'autre. La proportion de protéines par rapport au sucre est le seul paramètre qui change. Quelques heures après le repas, le cobaye passe alors plusieurs tests sur un ordinateur. Le sujet ayant consommé un petit déjeuner plus riche en protéines le matin s'est montré tolérant aux offres injustes. À l'inverse, le sujet ayant consommé un petit déjeuner riche en glucides s'est montré plus intransigeant devant les offres injustes. Le sujet, quand il a eu peu de protéines, rejette les offres injustes 2 fois plus souvent. Mais comment expliquer un résultat aussi surprenant? Pour comprendre et apporter une preuve biologique à cette observation, les scientifiques ont procédé à des analyses sanguines. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner les moyens de vous apporter un supplément de protéines dans votre régime au quotidien. Vous connaissez le Forever Yumi Blend? Eh bien, c'est riche en protéines. Vous connaissez le Bipollen? C'est riche en protéines. Et vous connaissez le Forever Ultra Light, les 2 versions, c'est riche en protéines. Si vous faites le DS4, vous connaissez le Forever Plant Protéines également. Donc, si vous êtes préoccupé par votre apport de protéines et surtout de protéines de qualité, prenez une bouillie ordinaire et plutôt que de mettre de sucre dedans, mettez-y du light. C'est ce que je fais les matins. Voilà. Expérience, n'oubliez pas, imbuvable. Il faut toujours imbuvable. Hein. Et prenez le Freedom si vous êtes une femme, prenez l'aloe vera gel ou n'importe quel autre des buvables. Si vous avez les moyens d'ajouter un sachet d'AG+ et de Super Green, waouh, vous êtes encore plus à l'aise. Pour analyse plutôt, on va mesurer le taux d'hormones et d'acides aminés. Pour les hormones, on s'intéresse à l'insuline, le cortisol, l'adrénaline, et pour les acides aminés, au tryptophane et à la tyrosine. Alors, dans cette liste, le plus important, c'est la tyrosine. C'est un acide aminé qui entre dans la composition d'une protéine très importante pour le fonctionnement du cerveau. La dopamine.
Cette molécule assure la communication entre les neurones impliqués dans la motivation et la prise de risque. Les résultats des analyses montrent que les sujets qui présentent un taux plus élevé de tyrosine dans le sang sont ceux qui acceptent plus facilement l'offre inéquitable. Nous supposons donc que l'augmentation de tyrosine dans le sang augmente la quantité de dopamine dans le cerveau qui, à son tour, change le comportement. Je m'arrête ici aussi pour vous dire, il arrive souvent que des gens nous demandent, quand ils ont entendu quelque chose à la télé ou ils ont lu quelque part, ils viennent nous demander, est-ce que vous avez un produit qui est riche en ceci? Est-ce que vous avez un produit qui est riche en cela? Sachez une chose, vous ne verrez pas une compagnie de fabrication de produits de bien-être. Vous proposez des compléments alimentaires uniques. Même l'absorbent C de Forever n'est pas fait que de vitamine C. Et la vitamine C est une particularité que vous allez voir. On n'en a pas parlé ici, mais vous le verrez comme étant un élément important pour le cerveau. Vous pouvez consommer une boîte de vitamine C chaque jour. Vos cerveaux, vos poumons, vos reins, vos yeux, vos genoux, vous voyez, tout votre corps va vous dire merci. Donc, vous ne verrez pas ça. Ne recherchez pas. Demandez simplement aux partenaires Forever, quand vous venez vers nous, demandez-nous simplement, j'ai tel souci, qu'est-ce que vous pouvez pour moi? Et dites-nous tout. Ne nous livrez pas les informations comme vous le faites avec les médecins. Parce que nous, on a une approche globale. Et vous allez le voir, tout en essayant d'aider le ventre, je vais aider le cerveau. Tout à l'heure, vous le verrez. En quelques heures, ce que nous mangeons modifierait subitement la chimie, et subtilement, excusez-moi, en quelques heures, ce que nous mangeons modifierait subtilement la chimie du cerveau et donc la communication entre les neurones, suffisamment pour orienter certaines de nos décisions. À l'Institut de psychologie de Lübeck, les expériences se poursuivent pour confirmer ce résultat, car il s'agit d'une première et les applications sont nombreuses dans la mesure où nous mangeons 3 fois par jour, chaque jour. Nous réalisons que la nourriture possède un immense pouvoir, celui de modifier et de modeler l'homme. Il est donc indispensable de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous servir de l'alimentation pour favoriser notre bien-être ou optimiser notre état mental. Alors ça, je l'avais déjà écrit. Ceux qui ont mon livre, regardez la 4e de couverture de mon livre et vous verrez que j'ai dit que la nourriture est une arme que l'on vous l'offre dans une réception ou que vous l'achetiez avec votre argent, sachez que ce que vous voulez manger va déterminer la vie que vous allez mener plus tard. Entre les carences alimentaires qui ramollissent le cerveau, perturbent les humeurs et le menu qui interfère avec les décisions du quotidien, il est de plus en plus clair que l'alimentation joue un rôle prépondérant dans notre vie psychique. Mais qu'en est-il alors de la malbouffe, des goulinades de sucre et de mauvaise graisse? Qu'arriverait-il si nous ne mangions plus que cela? C'est l'objet des recherches menées en Australie à l'université de Sydney. On y va avec le docteur Margaret Morris. Margaret Morris dirige le seul laboratoire au monde où les rats sont nourris à la malbouffe, celle que vous trouvez dans les supermarchés et qu'on vous sert dans les fast-food bon marché. Pour nos expériences, nous utilisons ce que tout le monde mange en Occident. On donne à nos rats des quiches, des frites, des gâteaux et des biscuits. Cette nourriture pas chère et tout préparée, on reproduit les habitudes alimentaires du monde occidental. Professeur Margaret Morris. Première conséquence, le rat double ses rations alimentaires. L'animal n'est jamais rassasié, mais ce n'est pas le plus surprenant. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée, mais aussi d'autres dysfonctionnements qui sonnent comme un signal d'alarme pour les scientifiques. Ils trahissent une altération de l'hippocampe, une On n'entend plus Jean-Louis. Je crois qu'on l'a légèrement perdu. Il doit avoir un petit problème de réseau. Le temps qu'il revienne.
Petit souci de réseau. On va attendre qu'il revienne. On l'a perdu brièvement. C'est souvent un peu le problème avec le réseau. On va être patient. Un petit instant, le temps qu'il revienne. Dans un instant, on va la voir. On patiente un tout petit peu. Ça va le faire. Bonsoir à toutes ces personnes qui rentrent dans la salle. On a une petite interruption. On attend un petit instant, le temps qu'ils reviennent, parce que c'est souvent le petit problème de réseau dans certains endroits de la planète qui font que souvent on perd nos intervenants pendant qu'ils sont en train d'intervenir, mais il va revenir parce qu'il faut savoir que les réseaux, c'est aussi des fréquences. Elles peuvent baisser comme remonter. Et là, on espère que la fréquence va remonter pour que Jean-Louis revienne dans la salle pour poursuivre sa présentation. Pendant ce temps, on attend. J'essaie de le retrouver rapidement. Voilà, Jean-Louis revient. On va le réadmettre dans la salle. Il est en train de revenir. Ce sont les choses qui arrivent avec les nouvelles technologies. Jean-Louis est déjà là. Tant qu'il ouvre sa caméra, on va le remettre en évidence. Voilà, il est revenu. Et c'est reparti. Sorry. Il n'y a pas de mal, c'est normal. Okay. Ce sont les fréquences. Alors, première conséquence, le rat double ses rations alimentaires. L'animal n'est jamais rassasié. Plus surprenant. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée. Donc, les rats ne se retrouvent plus. Des objets qui étaient déposés quelque part, qu'ils ont réussi à identifier, quand on les remet, ils passent le temps encore à tourner en rond. Et donc, vous pouvez imaginer
si vous vous rapprochez cela de ce qui se passe avec les humains. On a, par exemple, mis en évidence qu'il existait un lien entre l'alimentation et la taille de l'hippocampe, mais aussi avec celle de la matière grise ou de la matière blanche. Les études d'intervention commencent aussi à sortir. Elles montrent que 4 jours d'un régime à base de malbouffe suffisent à altérer les fonctions cognitives qui dépendent de l'hippocampe. 4 jours de malbouffe. Donc, un voyage au cours duquel vous avez mangé mal pendant 4 jours, ça suffit pour réduire votre quotient intellectuel. Notre mémoire, nos capacités intellectuelles sont-elles vraiment menacées par nos nouvelles habitudes alimentaires? Il est encore trop tôt pour être catégorique, mais les indices s'accumulent et inquiètent les scientifiques. Margaret Morris cherche désormais à comprendre comment une nourriture trop riche perturbe le cerveau de ces rats au point d'en affecter l'efficacité. Une hypothèse est en train de s'imposer. Manger trop de gras, trop de sucre a déclenché une réaction inflammatoire et celle-ci se propagerait aux neurones. Alors faites très attention à ceci. Ces aliments entraînent une réaction inflammatoire dans le corps. Ce mécanisme est bien connu chez les personnes obèses, mais il semblerait que ce soit aussi une réaction aiguë. On a constaté que les niveaux de molécules inflammatoires augmentent en fonction de l'alimentation. Une alimentation trop riche déboussole le système immunitaire, il s'affole et déclenche une réaction inflammatoire, en particulier dans les tissus graisseux. Nos masses grasses libèrent des molécules qui propagent ensuite cette inflammation dans tout le corps. On pensait les neurones épargnés par le phénomène bien à l'abri derrière la barrière hémato-encéphalique, mais cette membrane qui entoure les vaisseaux sanguins et normalement protège le cerveau. L'augmentation de l'inflammation dans le corps se propagerait au cerveau. La raison en est que la barrière hémato-encéphalique qui protège normalement le cerveau des molécules inflammatoires peut être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse. Des fluides qui laisseraient passer ces molécules chez le rat en réaction à la nourriture. On a observé des changements dans les niveaux de molécules inflammatoires à l'intérieur du cerveau et ceux-ci étaient corrélés à la perte de mémoire. L'inflammation qui s'infiltre dans les méninges déclencherait alors un phénomène particulièrement surprenant. Cela fait 30 ans qu'on dit aux gens, ne mangez pas ça. Vous allez faire une crise cardiaque. Vous allez avoir un cancer ou devenir diabétique. Et ça n'a rien changé au comportement alimentaire. On espère que si les consommateurs comprennent que ce qu'ils avalent est vraiment important pour la santé de leur cerveau et celui de leurs enfants, cela aura un impact plus profond sur les choix alimentaires. Prendre conscience que certaines habitudes alimentaires nuisent au cerveau est une chose, mais comment résister aux tentations? Les envies sont souvent les plus fortes. La malbouffe, surtout le sucre, le glucose, nous pousse sans cesse sur la mauvaise pente. Le sucre, accusé de manipulation, de mener nos neurones par le bout du nez, on le verra. Dans son laboratoire, Sophie Lahaye vient de montrer chez les souris suralimentées que certaines cellules immunitaires du cerveau, les cellules microgliales, se mettent à dévorer les neurones. Les cellules microgliales du cerveau sont importantes parce qu'elles peuvent manger les neurones qui sont morts. Or, lorsqu'elles sont dérégulées, en particulier en situation de nutrition déséquilibrée, elles se mettent à manger des neurones vivants. Et donc, de ce fait, en consommant de façon excessive ces neurones, finalement, elles vont détruire ou en tout cas participer à la destruction des réseaux neuronaux constitués de neurones qui sont vivants et qui devraient être fonctionnels. Ce phénomène au cœur des neurones est aujourd'hui suspecté de nuire significativement au bon fonctionnement. Vous connaissez la sclérose en plaques? Cette maladie dont la conséquence est la démyélinisation des gaines de myéline des neurones. Les neurones sont comme des câbles électriques et la maladie va ronger les gaines, ce qui fait que les câbles électriques se touchant, ça peut créer des courts-circuits.
Voilà pourquoi lorsque nous prenons les gens, on dit que c'est de façon globale. Lorsque je prends quelqu'un qui a un problème de santé, pendant que le médecin est en train de regarder une maladie en particulier, moi, je regarde tout ce qui entoure cette maladie-là. D'abord, tout ce qui est en aval et tout ce qui est en amont. Pendant que le médecin est en train de surveiller l'évolution de la maladie, comme le disait la dernière fois mon jeune frère, le docteur qui était intervenu la dernière fois dans la matinale, pendant qu'on est en train de surveiller, les choses s'aggravent. Et le temps que ça arrive à un seuil où le médecin peut intervenir, c'est déjà trop tard. Et donc, c'est une économie que de prendre en charge par certains programmes. Quand vous faites le C9, regardez tout ce que vous apportez. Quand vous faites notre programme confort digestif, regardez tout ce que vous apportez. Je crois qu'on en a suffisamment entendu déjà ce soir pour prendre la décision de se mettre au complément alimentaire. Mais ne vous y mettez pas par fantaisie. Demandez un protocole qui vous suit toute l'année. Ce n'est pas des trucs qu'on prend juste une fois en passant. C'est pour cela qu'on a étendu l'idée de permettre aux gens d'avoir un numéro afin de consommer à coût vraiment réduit. Serge Ahmed a été un des premiers à apporter la preuve du potentiel addictif du glucose avec une expérience très simple. Il a d'abord élevé des rats en leur donnant de la cocaïne et du sucre. Puis, après 2 semaines de ce double régime, il a confronté les animaux à un choix. Les rats se tournent 4 fois plus vers le sucre que vers la cocaïne. Pas d'overdose avec le glucose, bien sûr, mais l'envie irrépressible est bien là. Cette expérience, d'ailleurs, si vous mourrez, ça ne les arrange pas. J'ai l'impression que certains économistes, certaines personnes qui cherchent de l'argent ont utilisé ça de façon astucieuse pour infecter certains aliments et ainsi conditionner les gens. Si vous avez suivi le reportage, votre cerveau les intéresse, vous comprendrez un peu de quoi je parle. Cette expérience démontre que le sucre a un potentiel addictif plus important que nous l'avons imaginé jusqu'à présent et peut-être même plus important que celui des drogues dures comme la cocaïne ou l'héroïne. Aujourd'hui, on vit dans un environnement alimentaire dans lequel l'on va retrouver le sucre dans tout un tas d'aliments. Bien sûr, dans les aliments dans lesquels on s'y attend, les boissons sucrées et autres, mais on va retrouver le sucre également dans des aliments qui n'ont pas vocation à être sucrés, jambon, soupe, et rajouter du sucre dans ces aliments va justement contribuer au fait qu'on va rendre des gens accros à leur insu. J'ai suivi une intervention un jour à la télévision française, c'est dans un reportage où 2 ministres s'affrontaient et ce que j'ai noté, c'est qu'on mettait du sel dans les produits vendus au kilo. On mettait du sel dans ces produits et ensuite on y mettait du sucre. L'astuce, c'est que le sucre va camoufler le goût salé. Résultat, puisque le sel prend beaucoup d'eau, ces aliments étant vendus au kilo, vous achetez beaucoup plus d'eau que de viande, que de poisson. Et le sel est un bon conservateur. Le sucre également est un conservateur. Ce qu'on a vu chez les rats peut-il s'observer également chez l'homme? On y va tout de suite. Avec le docteur Eric Stice, ce programme de recherche a montré que la consommation habituelle d'aliments riches en énergie altère l'activité cérébrale de la même façon que la consommation de drogue. La consommation régulière d'aliments très caloriques réduit le plaisir que l'on ressent lorsqu'on en mange. Ceux qui font usage de la drogue présentent une tendance très similaire. Ils doivent augmenter leur consommation pour ressentir le même plaisir. En cause, la diminution de la réaction du circuit de récompense lorsqu'ils consomment trop de ce qui leur procure du plaisir. Autrement dit, il en faut toujours plus pour avoir sa dose. Comme chez le rat, le sucre agirait donc sur notre cerveau à la manière d'une drogue. Les scientifiques sont pour le moment divisés sur le sujet, mais l'expérience d'Eric Stice a révélé un autre effet plus subtil et peut-être plus pernicieux encore. Le cerveau, après un régime trop riche en sucre, devient hypersensible aux images de nourriture. Plus vous mangez de crème glacée et moins votre circuit de la récompense réagit.
En revanche, il s'allume beaucoup plus fort quand vous percevez une image qui annonce ce que vous avez peut-être mangé. Le circuit s'emballe quand vous voyez un magasin de crème glacée en voiture ou si vous voyez une publicité pour de la glace à la télé. Il s'active bien plus chez ceux qui consomment souvent de la crème glacée que ceux qui n'en mangent jamais. C'est ce mécanisme qui incite à manger sans avoir faim et qui est à l'origine de l'obésité et de tous les problèmes de santé qui vont avec. Ceux qui suivent avec nous les principes du succès à 14 heures du lundi au vendredi ont entendu cette histoire d'un ami de Jack Canfield, un ami personnel de Jack Canfield, un professeur qui avait une discipline sans compromis. Il ne mange la crème glacée qu'une fois l'an et un jour de pleine lune. Et donc, les gens ont voulu le berner en simulant la présence de l'astre un jour de son anniversaire. Il a dit net, je ne mange pas. Donc, c'est pour dire un peu, les gens savent, quand vous prenez vos enfants, vous prenez vos enfants et que l'enfant vous tire pratiquement la main et va vers la crème glacée et va vers les friandises, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai mangé pendant que cet enfant, je portais la grossesse de cet enfant? Et depuis qu'il est né, qu'est-ce que j'ai pris l'habitude de lui donner comme cadeau? Croyez-moi, j'ai déménagé de Cotonou, je me suis installé très loin, simplement pour protéger les enfants. L'influence directe de la nourriture sur notre cerveau joue donc un rôle direct sur ce que nous choisissons de manger chaque jour. Le comportement alimentaire s'avère être un phénomène extrêmement complexe. Les enjeux de santé publique poussent les scientifiques à étudier tous les mécanismes qui président au choix que nous faisons au quotidien. Orientation, 10 minutes, merci. Orientation, alors nous avons une expérience conduite sur des mouches qui a révélé que ce qui oriente les choix alimentaires, ce sont d'abord les carences. Naturellement, les mouches privées de protéines préfèrent la nourriture riche en protéines. Mais en regardant de plus près, on a remarqué que ce n'est pas toujours le cas. Certaines mouches n'étaient pas intéressées par les protéines malgré qu'elles avaient été privées de protéines. Voici pourquoi. Leur intestin était colonisé par des bactéries. Il y a deux bactéries spécifiques qui inhibent l'appétit pour les protéines. Ces deux bactéries ont donc un impact très important sur l'envie de protéines chez les mouches. Les mouches, au moment de choisir leur alimentation, sont donc influencées par des bactéries présentes dans leur intestin. Cela soulève la question du rôle du microbiote dans les choix alimentaires. Les travaux du professeur John Cryan, pionnier de la recherche sur le microbiote, le professeur John Cryan a réussi à prouver que chez les mammifères aussi, les bactéries de l'intestin interviennent dans certains comportements. Lorsque vous prélevez des bactéries chez des souris anxieuses et que vous les transplantez à des souris normales, le niveau d'anxiété de ces dernières augmente et vice-versa. Le nerf vague, son rôle donc, nous avons démontré avec des collègues canadiens que si l'on coupe le nerf vague, tous les effets liés à la communication des bactéries disparaissent. Ceci montre bien que le nerf vague est une voie de communication clé entre les intestins et le cerveau. Nous travaillons actuellement sur comment les signaux activent les zones cérébrales qui contrôlent les comportements complexes comme le comportement alimentaire. En revanche, il est établi que nos bactéries agissent sur l'humeur et sur l'anxiété. N'attendez pas que l'on aille plus loin pour comprendre cette chose-là. Les scientifiques ont recommandé le régime méditerranéen, mais le menu idéal pour nos ménages reste largement un mystère aujourd'hui. Mais un régime diversifié et équilibré qui boude la nourriture transformée, le sucre et qui favorise les fruits et légumes semble à ce jour la meilleure recette pour préserver au mieux ses facultés mentales. Seulement, vous ne pouvez pas décider de changer de régime du jour au lendemain. J'ai reçu aujourd'hui le témoignage d'une dame que Geneviève suit au même moment que Diane Djankou, une partenaire qui est dans l'équipe de Florent Deschamps au Cameroun. La dame a dit que ça fait des années qu'elle n'a jamais obtenu les résultats qu'elle a obtenus avec le programme de Forever. Elle n'a jamais obtenu ça depuis. C'est la première fois qu'elle obtient un tel résultat. Et elle dit, ça fait des années que son mari malade consomme un certain type de repas le soir, si bien que c'est toute la famille qui consomme ce type de repas et le mari se sent bien. Lorsque vous l'écoutez, vous savez, en voyant la composition de ce que le mari prend, qu'il y a
un équilibre. Maintenant, elle dit qu'elle souhaiterait intégrer le light dans son régime, dans son petit déjeuner en continu. Elle ne savait pas qu'on pouvait le prendre. Elle vient d'être recrutée. Donc, vous voyez dans tout le lien entre les propositions qu'on vous fait et les résultats qu'on obtient. Alors, qu'est-ce que les scientifiques ont dit à la fin? Ma grand-mère disait, tu es ce que tu manges, alors mange bien. Et la science est en train de montrer à quel point elle avait raison. Dans les années à venir, il est fort probable que l'on commence à penser nutrition et médecine personnalisée et à comprendre très clairement comment les aliments interagissent avec le cerveau. Ça, je crois que nous qui sommes à Fort-Royal, nous l'avons compris. Si quelqu'un ne l'a pas compris, il n'a qu'à demander qu'on lui explique correctement. Si on limitait les carences, est-ce que cela ferait baisser la criminalité? Trop tôt pour le dire. Ce qu'on sait, c'est que quand on le fait, le pari, quand on fait plutôt le pari d'une alimentation saine, cela a des effets sur les comportements. Plus on mange des barres chocolatées, plus on est sensible aux sollicitations et plus on mange de barres chocolatées. C'est monstrueux. La meilleure chose à faire si vous avez des enfants, c'est de leur donner une alimentation saine et pas ce genre de merde. Je m'énerve, désolé. Ça, c'est Dr. Eric Stiles. Votre cerveau accomplit un travail très important. Que ferez-vous pour votre cerveau aujourd'hui? Voyez un peu les chiffres au Canada, ça va vous donner une certaine idée. 78 600 nouveaux cas de démence sont diagnostiqués chaque année chez les personnes de 65 ans et plus. 63% de ces personnes sont des femmes. Toutes les heures, environ 9 aînés reçoivent un diagnostic de démence. La famille ou les amis d'une personne atteinte de démence passent environ 26 heures par semaine à s'occuper d'elle. Vous pensez que votre heure, une heure de votre temps vaut combien? Combien coûte une boîte d'Atixi? Pourquoi n'allez-vous pas donner une boîte d'Atixi à votre parent pour qu'il en consomme 4 à 6 gélules chaque soir avant de se coucher afin de retarder la survenance de ces problèmes? Que ferez-vous pour votre cœur aujourd'hui? Eh bien, on va y aller rapidement. Je ne développerai pas parce qu'il est l'heure. Prenez soin de votre cœur. Bougez. Mangez sainement. Socialisez. Mettez votre cerveau au défi. Profitez et protégez votre tête. Dormez bien. Alors, dormez bien. Atixi vous aidera également. Prenez soin de votre santé mentale. Apprenez à connaître votre cerveau vieillissant. On va y venir maintenant avec le complément alimentaire. Je vous ai présenté notre assurance santé 2023. Nous sommes actuellement sur le programme confort urinaire, mais lorsque j'ai besoin de prendre du FAB, je ne me pose pas de questions. Le FAB, c'est au menu tous les jours. Le probiotique, vous l'avez là. Il est toujours présent dans mes menus. Et je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est l'heure. Merci de votre excellente attention. Papa, moi, j'ai fini. OK, merci à toi, Jean-Louis. C'est extraordinaire, les amis. Vous avez entendu. Vous savez ce que vous devez faire maintenant. Vous devez utiliser ces produits pour apporter le maximum d'éléments à votre appareil cérébral et donner l'occasion à tout votre entourage de pouvoir découvrir cela. La meilleure façon de pouvoir vivre ces choses, c'est de pouvoir utiliser ces produits vous-même. C'est non seulement de vous faire du bien, et de donner l'occasion à tout votre entourage de pouvoir se faire du bien, eux aussi. Si vous commencez à le faire, vous êtes un bon élément. C'est certainement cela. Alors, je ne sais pas, il est 21h moins 5 minutes, on va dire. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser à Jean-Louis par rapport à ce qu'il vient de nous donner comme information, comme communication. Si vous avez une question, profitez de ce moment et posez-la maintenant à Jean-Louis. Et voilà, j'ai quelqu'un qui a levé la main. On va ouvrir son micro. Swame Bissal Marc. Oui, vous avez levé la main. Vous avez une question? Swame Bissal Marc. On ne vous entend pas. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, on vous entend. J'ai levé la main pour dire merci. Ah, c'est super. Ça va? Merci c'est à super, vous. Pour dire super. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a une question? Non. Est-ce qu'il s'est trompé? Il a recliqué. Quelqu'un d'autre a une question? Formation très riche en enseignement. Merci, merci pour tout. Merci pour tout.
d'énormes reconnaissances. La loi de la gratitude, c'est super. On a William Adéan. On va prendre William Adéan. Ah là là, il y avait quelqu'un au-dessus, je n'ai pas vu parce que la main était bien noire. Allez-y, William. Oui, bonsoir. Ne quittez pas Jean-Paul, on va vous prendre tout à l'heure. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir au docteur qui nous a fait la présentation. Ouais. C'était super. Merci. Vous l'avez honoré. Vous allez faire de docteur honoris causa. Ah, d'accord. Allez-y. Oui, c'est un Oui, enseignant. Le mot docteur, c'est enseignant. Oui, allez-y. OK. Et en fait, moi, ma question, elle est un peu plus sociale. D'accord? J'ai été invité par, je ne sais pas si je peux l'appeler ma marraine désormais, Lauriane. D'accord. Elle m'a juste invité. C'est la première fois que je participe. Ensemble, la deuxième fois, parce que tout à l'heure, j'étais là quand on a fait l'autre formation. Et quand je dis ma question, elle est un peu plus sociale. Vous voyez, tout ce que vous avez présenté ce soir, je ne sais pas, on a 8 milliards d'habitants sur la Terre. Hein. Je suis convaincu que même 1 milliard de personnes ne sont pas informées de tout ce que vous venez nous dire. Je suis convaincu. D'accord? Et nous qui sommes informés, nous qui sommes en train d'être informés, et comment faire pour avoir ces produits-là à notre portée et à moins de coût? Parce que c'est ça aussi la réalité. Vous comprenez? C'est ça aussi la réalité. Parce que, vous voyez, nous sommes, excusez-moi de le dire comme ça, mais nous sommes en Afrique. D'accord? Aujourd'hui, là où je vous parle, le repas quotidien, je dis le repas journalier, de façon standard, c'est 3 repas. Mais combien de familles qui ont mangé 3 repas par jour aujourd'hui? Bonne question. Et moi, je suis vraiment touché quand j'entends ces choses-là. En même temps que ça me fait du bien, mais en même temps, je me dis, mais Seigneur, voilà des personnes qui aiment le monde. Maintenant, comment faire pour que ces choses-là soient de façon accessible avec les bourses qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut, je dis, euh, de façon moins chère, je vais dire. D'accord? Parce que ce sont des produits qui coûtent excessivement cher, qui sont faits avec des méthodologies pas possibles, avec des techniques d'approche pas possibles. Ce pas des choses qu'on peut vendre n'importe comment comme ça. Et quand vous regardez les boîtes, même la façon dont c'est conservé, c'est vraiment, c'est pro, quoi. Vous comprenez? Comment faire pour que ces choses-là soient vraiment accessibles à toute la population? Merci. D'accord. On va répondre à votre question. Jean-Louis, Alors, vas-y. je ne sais pas, le casque que tu portes là, tu sais que je cherche à l'acheter depuis des années. Tu as Ça coûte, fermé ton... ça coûte très cher. Alors oui, oui, on va l'aider à comprendre. Il y a un médecin français, un scientifique, et j'ai aimé sa réponse. Quelqu'un lui a demandé comment faire pour rester en bonne santé. Il a répondu, deviens riche. Je peux répondre en attendant que celui qui t'a invité t'aide. Moi, je suis enseignant. Je dirige un collège d'élite dans une localité où il va y avoir une fête bientôt. À chaque fois qu'on finit la fête, moi, je ne suis pas présent de toute façon. À chaque fois qu'on finit la fête, j'essaie d'évaluer les restes de boissons, les restes de nourriture. Quand j'évalue, ça peut clôturer mon école depuis des années. Et j'attends qu'on me clôture mon école pour entreprendre certaines choses avec les enfants. Donc, la raison pour laquelle je suis en train de sortir de l'enseignement aujourd'hui, c'est justement pour consacrer mon temps à éduquer davantage de gens. Parce que nous sommes en train de tuer nos enfants déjà dès le ventre de leur maman, en ne donnant pas de la nourriture de qualité. Croyez-moi, je ne suis pas promoteur, je ne soutiens pas les ONG parce que les ONG font partie des outils d'appauvrissement. On amène les gens à tendre toujours la main et il n'y a pas quelque chose derrière pour accompagner. L'éducation, si vous pouvez l'assurer, vous allez garantir l'avenir de l'Afrique. Et on peut se prendre dans une bosse. Je crois que vous avez dans votre question dit beaucoup de choses. Vous avez donné même les réponses à la question que vous posez. Je prends même ça comme une contribution. Exactly. Vous avez donné vous-même les réponses aux questions que vous avez posées, cher ami.
il va vous prendre inbox et comme il a dit tout à l'heure, si vous voulez résoudre ces problèmes, devenez riche. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été invité aujourd'hui à participer à cela, pour vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre richesse pour répondre à cette problématique que vous avez soulevée vous-même. Parce que la solution, elle est avec vous. Et il a si bien dit, le casque que vous portez, il y a beaucoup de personnes qui sont assises même en Europe ici qui n'ont pas un tel casque. Donc déjà, vous êtes un agent qui va faciliter votre propre réussite et la réussite de beaucoup de personnes et leur permettre d'avoir ces produits-là à leur portée en faisant des consommations qui vont leur permettre de faire des économies extraordinaires. Donc, ne vous laissez pas intimider parce que vous voyez aujourd'hui, on peut comprendre cela, mais vous avez la possibilité de pouvoir changer les choses vous-même. Donc, on reviendra là-dessus, on ne vous laisse pas, on va vous aider à mieux comprendre Papa cela. Omar, en fait, il y a aussi le type de personnalité, hein. Lorsque je l'ai écouté dans tout ce qu'il faisait, j'ai vu que sa couleur, c'est le jaune. Il n'a qu'à demander à sa marraine qu'est-ce que c'est. Donc, c'est sa nature même, généreuse, quoi. Exactement, il reflète réellement cela. OK, on va prendre là. Il est parti Jean-Yves qui avait levé la main et il y a 2 autres personnes qui ont levé la main après lui. Alors, il est l'heure, il est 21 heures passées. On ne va pas déborder. Je suis désolé, Béatrice, Nelly, on vous prendra au cours de la semaine pour les autres interventions. Vous serez en priorité, vous pouvez poser vos questions à Jean-Louis. Il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité, vous assistez aux formations de 13h, 19h avec Jean-Louis. Vous pouvez lui reposer ces questions là-bas pendant que vous serez avec lui pour une question de timing, d'accord? Pas parce que je ne veux pas vous donner la parole, mais il est l'heure et on va se quitter tout en remerciant Jean-Louis encore une fois de nous avoir apporté, je ne sais pas comment dire ça, c'est seulement Dieu qui va le bénir pour tout ce qu'il est en train de faire. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de consacrer du temps à la recherche personnellement et venir partager ses recherches avec tout ce beau monde qui est là. On était plus de 170 personnes ce soir et je crois qu'on peut faire même plus que cela. Écoutez, ne jouez pas, ne prenez pas à la légère ces moments-là parce que ce n'est pas juste venir écouter, parler de produits, mais on s'enrichit. C'est ça la richesse. C'est ça la vraie richesse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde et demain matin, la matinale avec un de nos coordinateurs dans des pays. Et puis, on va pouvoir finir la semaine en beauté. Bonne soirée. Nous vous aimons. Bye bye. Jean-Louis, God bless you. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao. Wow.